Bonsoir et bienvenue dans un nouveau face-à-face avec un nouveau sujet d'actualité. Après le Burundi et l'Afrique du Sud, eh bien, la Gambie annonce son retrait de la CPI. La Gambie accuse la CPI de persécution à l'égard des Africains, en particulier de leurs dirigeants. Fondé en 2002, ce tribunal permanent est chargé de juger les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide que les États sont incapables ou refusent de poursuivre. Alors y a-t-il deux poids, deux mesures? La CPI créée en 2002 est-elle impartiale? Est-elle légitime? On en parle avec mes deux invités. Joël Ubrecht, juriste responsable du programme Justice pénale internationale à l'IHEJ, l'Institut des hautes études de la justice. Et puis Abel Bourgi, bonsoir, professeur émérite des universités en droit public. Avant de commencer, je vous propose d'écouter un petit point justement sur les toutes dernières décisions qui concernent la CPI. La CPI, de nouveau fragilisée. Cette fois, c'est la Gambie qui annonce son retrait de la Cour pénale internationale. Le gouvernement de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest accuse le tribunal de partialité. Cette action est justifiée par le fait que la CPI, en dépit de s'appeler la Cour pénale internationale, est en fait une cour internationale de blancs pour la persécution et l'humiliation des personnes de couleur, en particulier des Africains. La décision de la Gambie intervient après celle de l'Afrique du Sud la semaine dernière. Début octobre, c'est le Burundi qui a claqué la porte de la CPI. Pretoria s'est expliqué sur son choix. Le gouvernement n'a pas digéré les critiques de La Haye sur son refus de livrer le président soudanais Omar el-Béchir, poursuivi pour crimes de guerre et génocide au Darfour. L'Afrique du Sud avait pourtant été l'un des premiers pays à signer le traité ratifiant la CPI, un énorme revers pour La Haye. Le secrétaire général Ban Ki-moon regrette la décision prise par le gouvernement sud-africain. Au cours des 2 dernières décennies, le monde a fait d'énormes progrès dans le développement d'un système mondial de la justice pénale internationale, avec à sa base la CPI. D'autres pays africains comme la Namibie et le Kenya envisagent également de quitter la Cour pénale internationale, un processus qui dure environ 1 an. Cette juridiction pénale universelle a ouvert 10 enquêtes, dont 9 sur le continent africain. Mais elle affirme que des examens préliminaires sont notamment en cours en Colombie, en Afghanistan, en Irak et dans les territoires palestiniens. Albert Bourgi, la CPI est-elle impartiale? Non. Non, franchement, en tout cas, impartial en tant que tel, brutalement, je vous dis non. Il va sans dire qu'il faut expliquer pourquoi. Cette Cour pénale internationale a été d'abord voulue par les Africains, il faut le dire, répétée. Je crois que une majorité d'entre eux ont signé. Non seulement signé, statut de Rome. Statut de Rome, moi je me souviens à Paris. 2002 2002, et puis si vous voulez, toute une campagne qui a été le fait d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales africaines. Ce sont elles qui ont poussé précisément pour mettre fin à l'impunité, garantir l'état de droit, etc., etc. Mais elle n'est pas impartiale. Elle n'est pas impartiale. Elle n'est pas impartiale. C'est pas parce qu'il y a uniquement des Africains qui sont aujourd'hui à La Haye, à la prison de la CPI, bien évidemment. C'est tout simplement par le fait même que les démarches ou les attitudes des responsables de la Cour pénale internationale, qui se sont mis d'ailleurs à faire de la communication, chère madame. Mon ami doit le savoir sans doute, j'en ai rencontré à Dakar, je dis tiens, qu'est-ce que vous faites là? Ils font de la communication, ils ne jugent pas, ce que vous voulez dire? Ils font de la communication pour essayer de remonter un petit peu l'image. D'accord, mais sur l'impartialité, sur l'impartialité, je veux vous dire quelques petites choses. C'est que tout simplement, au-delà si vous voulez, du fait qu'il n'y a que des Africains, comment dirais-je, ces traductions devant la Cour pénale internationale procèdent tout simplement de décisions, soit du Conseil de sécurité, soit du procureur lui-même, soit bien sûr d'un État parti. Alors justement, le procureur, c'est une Gambienne. Son arrivée en 2012, Fatou Bensouda, avait entraîné des espoirs. On s'était dit au contraire que là, une procureure africaine, ça allait faire avancer le débat dans le bon sens. Je crois que c'est pas tellement, il ne faut pas personnaliser. Je crois qu'il faut savoir aussi que la saisine de la Cour passe systématiquement, presque tout le temps, par le Conseil de sécurité. Oui, c'est dans les statuts. C'est dans le statut, bien évidemment. Mais le Conseil de sécurité, chère madame, qui contrôle le Conseil de sécurité? Qui est-ce qui les pays africains ont signé ce statut. Non, mais ont signé ce statut, bien évidemment, avec la volonté, sans aucun doute, justement, de mettre fin à ce qui faisait l'image négative du continent, sans doute, mais en même temps que la justice véritablement rendue de manière impartiale et en toute indépendance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Joël Ubrecht, est-ce qu'elle est impartiale? Alors c'est vrai que 9 cas sur 10 sont des cas africains pour l'instant. Alors on se demande pourquoi pas l'Afghanistan, pourquoi pas effectivement un certain nombre d'autres pays, l'Irak, la Colombie. Alors je ne suis pas en désaccord avec tout ce qui a été dit, mais je vais prendre le contre-pied parce que oui, la Cour pénale internationale est impartiale.
Si on se place du point de vue des juges, et ça je crois que c'est difficilement contestable, les procès qui sont conduits et les décisions des juges ne suivent absolument pas le procureur de A à Z dans ses velléités. Les droits de la défense sont respectés et donc de ce point de vue, la Cour pénale internationale est une cour tout à fait impartiale. Il y a des critiques tout à fait justifiées, mais il y a aussi des critiques qui sont de très mauvaise foi et celles que l'on entend actuellement professées par les responsables gambiens sont évidemment caricaturales. Parler de néocolonialisme est évidemment une absurdité, d'une part parce que la CPI n'est pas une cour intrusive qui impose une loi de blanc aux juridictions africaines. Bien au contraire, la CPI est par ses statuts une juridiction de substitution qui agit lorsque les juridictions nationales africaines ne peuvent pas ou ne veulent pas, les juridictions des États partis ne peuvent pas ou ne peuvent pas faire de procès. Pardonnez-moi, il ne faut pas faire un grand plat, pardonnez-moi, du principe de complémentarité. Vous le savez comme moi, de subsidiarité, ça signifie que la Cour pénale internationale ne peut être saisie que si la justice ou les justices nationales sont défaillantes. Cela signifie que les juridictions africaines sont prioritaires. Non mais attendez, comment ça se passe? Si elles sont en capacité vous savez très bien que c'est à géométrie variable, l'application de ce principe. Ne nous cachons pas derrière je ne sais quelle proclamation de... Albert Bourget, pourquoi la Gambie a-t-elle quitté le tribunal? Je veux dire, la Gambie... Sachez que la Gambie... des raisons internes, politiques internes. C'est pas l'exemple de la Gambie qui est intéressant. Prenons celui du Burundi alors. Prenons celui du Burundi. C'est pas l'exemple de la Gambie. Non, pas le Burundi. L'Afrique du Sud, vous allez voir ce que vous allez voir. Ce n'est pas une façon d'y échapper, tout simplement. Non, mais écoutez, c'est possible. Attendez, c'est possible dans les deux sens. Pour des raisons de politique interne. De politique interne. Il y a aussi, n'oubliez pas, ce qui s'est passé en Afrique du Sud. On a envoyé un monsieur, Jean-Pierre Bemba, national, bien évidemment, comment dirais-je, national du Congo-Kinshasa. On l'a envoyé, comment dirais-je, à La Haye, à la suite, semble-t-il, d'interventions militaires de milices qui lui étaient proches en République centrafricaine. Ça signifie qu'il fallait faire absolument place à quelqu'un d'autre ou non à la tête de l'État, et en particulier préserver le pouvoir à ce moment-là du président qui était en place, du président centrafricain. Je crois que franchement, ça justifiait un retrait de l'Afrique du Sud. Mais absolument, un retrait de l'Afrique du Sud. Moi, je ne suis pas personnellement... Il va y avoir un effet domino, à votre avis? D'autres pays vont se retirer? Oui, c'est clair et net. Je crois que ce sont ceux qui sont ici qui ne voient pas tellement ce qui se passe en Afrique. Quand on bouge un petit peu, l'image de la Cour pénale internationale est dévastée aujourd'hui par justement ce parti pris. Et j'ai envie de dire ce parti pris qui est un petit peu... Ce parti pris donc dans les affaires auxquelles elle s'intéresse. Aux affaires et la manière de conduire le procès. Attendez, vous me dites qu'il y a deux juges, il y a une procédure, mais le déroulement actuel du procès Gbagbo, mais relève du fantasque. Vous le savez comme moi, des témoins cachés, des témoins découverts, un procureur qui ne sait pas où il va. Non, attendons. Joël Ubrecht, il y a un problème d'efficacité ou pas Oui, il y a des critiques tout à fait justifiées sur les questions de longueur des procès, sur les questions des poursuites. Maintenant, quand ces différents pays se retirent... Tout à fait, mais qui n'implique ni le retrait, ni la non-coopération. Je dirais presque au contraire, elle implique plus de coopération et elle implique surtout l'entrée de nouveaux États partis au sein du système du statut de Rome. Qu'il y en ait d'autres qui se retirent. Attendez. L'Afrique du Sud, et je vous ai laissé parler assez longtemps, je vous laisse l'Afrique du Sud, le Burundi ne partent pas parce que la CPI est une cour de blanc, c'est une cour largement africaine. Vous l'avez évoqué par quelques arguments, je n'y reviens pas. L'Assemblée des États partis est présidée par un Africain, le procureur est africain. Les victimes, surtout, qui sont représentées dans les affaires devant la Cour, 2500 victimes pour la République de Centre. Elles sont représentées au tribunal dans ces procès. Donc ce n'est pas une cour contre l'Afrique, c'est une cour pour l'Afrique. Et l'Afrique du Sud est partie. Alors, c'est pas l'Afrique du Sud, d'ailleurs, c'est le président sud-africain qui, par des calculs politiques d'influence au sein de l'Union africaine, prend cette position et pour, en quelque sorte, se laver du camouflet infligé par la Cour suprême d'Afrique du Sud. Pas par le Conseil de sécurité, pas par un pays étranger, mais parce que la Cour suprême d'Afrique du Sud la politique intérieure de l'Afrique du Sud. Non, mais la Cour suprême... On parle de la décision de l'Afrique du Sud. Mais la Cour suprême d'Afrique du Sud juge
juge le comportement du gouvernement sud-africain vis-à-vis d'Omar el-Béchir comme un comportement scandaleux. Ce sont des Africains et ce sont des associations africaines qui ont porté l'affaire devant des juridictions sud-africaines pour contester le comportement du président sud-africain. Il y a un pluralisme. Il ne faut pas caricaturer en mettant d'un côté l'Afrique face à la Cour pénale internationale. C'est un faux débat. Mais moi, je vais vous dire, vous ne connaissez pas l'Afrique, cher monsieur. Vous êtes certainement très brillant et vous vous exprimez très bien. Vous ne connaissez pas du tout la façon de percevoir précisément la Cour pénale. Mais vous parlez de perception, la perception, elle est très diverse. Elle ne peut pas être mais il n'y a pas que la perception, elle n'est pas caricaturée. Et on ne peut pas la réduire au populisme des dirigeants africains. Sur des faits. Cher monsieur, qui décide aujourd'hui? Quel est l'organe principal qui déclenche une action auprès du Conseil? Les États partis qui peuvent s'en saisir et qui sont à l'origine de la majorité des affaires. Les États partis. Mais c'est le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité pose en fait pour deux affaires. Mais elle est plus importante. Le Conseil de sécurité pose un problème de 2 poids 2 mesures sur lequel je m'accorde tout à fait avec vous. Mais le problème ne vient pas de la Cour. Il vient du fait que des États, des grandes puissances, la Russie, les États-Unis, la Chine, n'ont pas ratifié et ont un pouvoir de veto au sein du Conseil de sécurité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le scandale, il n'est pas que la Cour pénale internationale fasse des procès le scandale, c'est qu'il n'en fasse pas en Syrie. Parce qu'il y a un blocage du veto de Conseil de sécurité. Pour saisir la Cour pénale internationale. Mais vous touchez du doigt, cher monsieur, en Côte d'Ivoire, qui a déclenché. Mais est-ce que ça justifie, Albert Bourgi, le retrait de ces pays? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas, au contraire, y rester et faire avancer, faire progresser la justice? Quand même expliquer à notre Est-ce que vous êtes favorable à un système de justice universelle? Je suis favorable, j'ai milité, chère madame, j'ai participé à cette mobilisation de la société civile également en France. Je me souviens au Sénat où nous allions pour débattre justement de la création de cette Cour pénale internationale. Donc il faudrait revoir le statut, c'est ce que vous avez l'air de dire. C'est pas les statuts, moi je crois que c'est pas le statut, c'est le mode de fonctionnement, et le fait que la Cour pénale internationale est aujourd'hui à la remorque du Conseil de sécurité. Et c'est un paradoxe. Conseil de sécurité où 3 des membres permanents n'en font pas partie. Les États-Unis, la Russie... Non, absolument. C'est une vision tout de même réduite, parce que la Cour pénale internationale est le joker des puissants. Non, il ne faut pas la supprimer. Il faut qu'elle se réforme. C'est le joker des impuissants aussi. Il faut qu'elle se réforme, cette Cour pénale internationale. Il faut qu'elle se réforme. Il faut qu'elle se réforme. Bien sûr, il faut qu'elle se réforme. Écoutez, je vais vous dire, là, vous citiez l'Assemblée des États partis. Mais en se retirant de la Cour, on n'est pas prêt de la réformer. Si en se retirant de la Cour, on n'est pas prêt de la réformer, c'est un moyen de pression. Non. Il est temps quand même de savoir que cette Cour pénale internationale ne peut pas poursuivre sa mission dans la direction qui est la sienne aujourd'hui. Qui consiste en quoi? Vous le savez comme moi. Regardez un peu. Quelles sont les affaires qui sont en cours? Les affaires qui sont en cours, vous les connaissez certainement. Elles sont toutes revêtues du sceau du politique. Toutes. Oui. Oui, mais les États africains sont les premiers à chercher à instrumentaliser la Cour d'un point de vue politique. Mais bien évidemment, la Cour pénale... Et l'Ouganda qui menace de se retirer aussi est la première à avoir joué le jeu politique. Mais la Cour pénale internationale sert aujourd'hui de couverture et de protection à des régimes. Donc il faudrait qu'elle s'intéresse à d'autres affaires en dehors déjà du continent africain. Mais ces affaires, chère madame... Parce que c'est ce qu'a dit Fatou Bensouda, a dit que c'est ce qu'elle voulait faire. Alors est-ce qu'effectivement elle élargit les examens préliminaires sur un certain nombre de situations que vous avez évoquées en Colombie, en Afghanistan, en Irak, en Géorgie, sont effectivement des situations vers lesquelles la Cour pourrait aller. Intéressant tout de même. Elle pourrait aller, mais elle n'a pas vraiment commencé. Non, elle est dans le stade de l'examen préliminaire. Intéressant tout de même, l'examen préliminaire en Irak met en cause des soldats de l'armée britannique et en Afghanistan des soldats de l'armée américaine. Cela pour dire que la Cour au service des puissants est une Cour qui essaye... Et le problème, c'est pas qu'elle est à la remorque du Conseil de sécurité, c'est qu'elle est absolument dépendante de la bonne coopération des États. L'État africain y compris. Mais non, elle n'a rien pu faire au Kenya. N'ont pas voix à la parole. Vous dites, pardonnez-moi, vous êtes en contradiction. Vous dites le Conseil de sécurité. Mais qui est au Conseil de sécurité? Qui a le droit de veto? Qui a le droit de veto? Écoutez, prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Vous revenez toujours en fait au Conseil de sécurité qui sont dans le statut de départ. Parce que tout simplement, la Cour pénale internationale a été intégrée dans le système international, lequel système international est tout simplement contrôlé aujourd'hui par les grandes puissances. Vous êtes d'accord avec moi?
bien évidemment. Alors, la Cour pénale internationale n'a pas changé d'un coup de baguette magique. Les deux poids, deux mesures de la scène internationale, c'est un fait. C'est pour ça que la Cour pénale internationale, qui est aujourd'hui sous contrôle du Conseil de sécurité, de fait, sous contrôle du Conseil de sécurité, on envoie qui on veut. Prenez le cas. Je voudrais avancer tout de même dans le débat, parce qu'il y a tout de même une question qui se pose, Joël Ubrecht. Quelle est la différence véritablement entre les tribunaux sur les crimes, par exemple en ex-Yougoslavie ou encore au Rwanda, et justement cette CPI? Est-ce qu'ils sont censés être complémentaires parce que ces tribunaux-là fonctionnent? Oui, tout à fait. Alors, il peut y avoir d'autres tribunaux mixtes, etc., complémentaires. Et effectivement, la Cour pénale internationale n'a pas vocation à être la seule cour devant laquelle se déroulent des procès. Et il faut évidemment l'intégrer dans un système beaucoup plus global de justice, à la fois d'autres modes de justice internationale, les tribunaux hybrides en particulier, des cours régionales, pourquoi pas, les juridictions nationales, la compétence universelle. Bon, c'est tout un ensemble de dynamiques. Et dans cette dynamique, elle a une utilité, vous dites. Elle a totalement une utilité totale. Elle a tout à fait des avancées dont elle peut se créditer. Lesquelles? Par contre, alors, si l'on prend le dernier procès, j'en vois au moins 6, pour vous dire. Le précédent qu'elle a posé dans la protection du patrimoine avec le procès Mehdi, les jugements contre Jean-Pierre Bemba, à la fois le procès pour les viols en République centrafricaine, mais aussi pour la subordination de témoins, qui sont deux procès intéressants, 2500 victimes représentées. Le jugement Katanga, qui certes est un petit criminel, mais dont le jugement lui-même est bon, puisqu'il n'a été contesté ni par aucune des parties. Bon, il y a un ensemble vraiment d'avancées dont il faut prendre acte, ce qui ne veut pas dire que la Cour pénale internationale fonctionne bien. Elle a besoin de réformes. Vous répondez sur ces avancées. Elle a besoin de réformes profondes. Ce sont des avancées ou pas? Il n'y a pas d'avancées. Mais ce n'est pas en se retirant de l'Assemblée des partis que ces réformes seront conduites. Et purement théorique. Pardonnez-moi, purement théorique. Dans le fonctionnement, dans la saisine. Mais en quoi est-ce uniquement théorique? Comment est-ce qu'on saisit la Cour? Vous le savez très bien. Quels sont le mode de saisie? Trois modes de saisie. Sur ces affaires, Albert Bourgi, ce n'est pas une avancée, donc vous dites? Non. Comment? Non, pas du tout. Ce sont des avancées mineures. Moi, je suis content qu'on il faut aller plus loin. On fasse passer devant la justice internationale celui qui est allé saccager les vestiges de Tombouctou, je veux bien. Mais à côté de cela, il y a des affaires qui sont dramatiques, quand même dramatiques. Bien sûr. Et la Cour pénale internationale, comment elle fonctionne? Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plus de justice internationale. Alors, Albert Bourgi, parce qu'il nous reste... C'est pas la justice internationale qui est en cause. C'est pas la justice internationale qui est en cause, c'est le fonctionnement de la Cour pénale internationale qui est censée... Donc comment devrait-il évoluer, Albert Bourgi, puisque vous dites que vous croyez en la justice universelle? Elle devrait évoluer tout simplement en étant moins à la traîne qu'elle ne l'est, par exemple, d'un organe politique où prédomine les grandes puissances. Le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Donc il faudrait supprimer... Vous le savez, le cas de la Côte d'Ivoire, tout a été déclenché par qui? Par les résolutions du Conseil de sécurité présentées de manière systématique par celui qui dirigeait la France à l'époque, Sarkozy. Et bien évidemment, si vous prenez les résolutions en tant que telles... Nicolas Sarkozy, le Conseil de sécurité, on peut dire que écoutez, chère madame, au Conseil de sécurité. Donc il faudrait changer donc le statut. On revient donc sur le statut. Je ne sais pas s'il faut changer le statut. Je ne crois pas que ce soit vraiment une réforme. Les modes de réforme peuvent être plus internes, peuvent être en termes procéduraux, et c'est surtout au niveau des États partis, au niveau des États que beaucoup de changements sont à attendre pour que la Cour fonctionne mieux. Eh bien, à la fois au niveau du Conseil de sécurité, si par exemple on adoptait cette proposition de la France de ne pas faire de veto en cas de crime de masse, alors ça ne réglerait pas les problèmes non plus. De Syrie, cher monsieur, nous sommes d'accord. Il y a des réformes qui sont possibles aussi à faire au niveau des conseils de sécurité. Il y a surtout une collaboration des États qui est très importante. La CPI est absolument dépendante de cette coopération. Cette coopération est aujourd'hui... Quand ils ne sont pas d'accord sur une affaire, ça ne fonctionne pas. Elle est aujourd'hui insuffisante. Elle est aujourd'hui pas à la hauteur. Et c'est du côté des États aussi qu'il faut attendre plus d'efforts. Et du côté du bureau du procureur, des changements dans ses stratégies de poursuite. À condition que les États acceptent de déléguer tout de même. Et le fonctionnement même de la Cour, le déroulement, je vous assure, actuel du procès qui est en cours, vous le savez, de Gbagbo, est caricatural. Caricatural, vous le savez très bien, vous devez être bien triste. Oui, mais les familles des victimes disent que justement l'avantage, c'est qu'elles sont présentes. Qui sont les familles des victimes? On ne sait pas, on les a amenées. Moreno Ocampo, l'ancien procureur, qui a laissé quand même une ardoise dans cette Cour pénale internationale, s'amusait tout simplement à récolter les bouts de papier et les coupures de journaux locaux pour justifier précisément la traduction de Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que...
Karim Yaoui, bonsoir. Pour un œil sur les médias. Et on s'interroge justement sur l'avenir de la CPI. Alors c'est vrai qu'on en parlait beaucoup aujourd'hui sur les sites d'infos. On commence avec celui-ci. C'est le site d'Atlantico qui est assez pessimiste pour Atlantico avec ses départs en cascade. C'est les institutions mondiales qui sont nées après 1945 qui seraient en pleine crise de légitimité. On est assez pessimiste du côté d'Atlantico. On l'est aussi du côté du Monde qui parle d'une crise majeure et qui rappelle que sur les 124 États partis, 34 sont africains. Un certain nombre d'entre eux aujourd'hui accusent la CPI de chasse raciale, rien que ça. En tout cas, ça inquiète un certain nombre de juristes, notamment africains. C'est ce que souligne le site du Daily Mail qui raconte qu'un groupe de juges, d'avocats, de procureurs, mais aussi de militants de droits de l'homme appellent ces pays africains à faire marche arrière, à revenir sur leur position. Toujours sur Internet, on trouvait aussi cet article sur ce site qui s'appelle Voix Afrique, qui accuse un certain nombre de chefs d'État africains de camoufler en quelque sorte leur agenda politique interne en critiquant la dominance occidentale. C'est à lire donc sur le site Voix Africa. Et puis il y a du côté de Mediapart cet article qui souligne que les États africains ne veulent plus de la CPI, sauf quand ça les arrange, en soulignant cette particularité. Au moment où le Burundi souhaite quitter la CPI, le Gabon, lui, demande de venir enquêter chez lui. Ça illustre en quelque sorte la complexité des relations entre la CPI et les pays africains. En tout cas, du côté de RFI, l'annonce du retrait de la Gambie inquiète les ONG, mais aussi l'opposition, d'autant plus que ce retrait est particulièrement symbolique, comme le souligne Félicité Doubangar sur son compte Twitter, puisque la Gambie quitte le CPI. On souligne aussi que le procureur Bensouda est gambienne et ex-ministre de la Justice. Et évidemment, le retentissement n'en est que d'autant plus important. Sur le compte Twitter d'Article 19 Sénégal, on souligne qu'un certain nombre d'ONG s'élèvent désormais contre le choix de la Gambie pour abriter les célébrations des droits humains. Alors il y a un certain nombre d'articles qui soulignent que ces retraits d'un certain nombre de pays, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une surprise. Sur le site de Russia Today, on évoque notamment l'Afrique du Sud et on considère déjà que c'est un coup fatal pour la CPI. Ce n'est pas très étonnant sur ce site pro-russe. Et puis un certain nombre d'internautes ont relayé cette déclaration de Desmond Tutu qui souligne que ces leaders africains cherchent finalement à obtenir un droit de tuer et d'oppresser leur peuple. Pour lui, c'est évidemment catastrophique. Et puis, du côté du ministère des Affaires étrangères canadien, on a partagé sur Twitter cette image de Nelson Mandela et cette citation où, évidemment, Nelson Mandela considérait que la Cour pénale internationale était importante et qu'elle a toutes les raisons d'exister pour pouvoir fonctionner efficacement. Sur les réseaux sociaux, un certain nombre d'internautes, tout de même, sont critiques à l'égard de cette CPI, comme ce journaliste qui travaille parfois pour Le Monde. Pour lui, il vaut mieux une souveraineté malheureuse qu'une servitude heureuse, ou encore cette tweeto qui considère qu'on a tendance à ne pas juger les crimes de guerre occidentaux. Beaucoup d'internautes faisaient référence à George Walker Bush ou encore à son ex-homologue Tony Blair. Ce site internet est un site zimbabwéen qui s'appelle Bulawayo 24. Pourquoi George Bush et Tony Blair n'ont pas été traînés devant la CPI? Et cette question est récurrente régulièrement dans les médias. Il y avait par exemple une tribune sur le site du Monde qui expliquait qu'il fallait traduire George Walker Bush et Tony Blair devant la Cour pénale internationale en se basant sur les rapports Chilcot et sur les rapports Feinstein, en soulignant que ça serait envoyer un message très fort justement au continent africain. Le sujet a clairement fait débat tout au long de la journée sur les réseaux sociaux et a alimenté pas mal d'articles, comme vous l'avez vu. Il nous reste une minute. Alors, à quel est certains migrants sont restés ? Certains migrants sont restés, c'est ce que souligne un grand nombre de médias aujourd'hui, notamment du côté de BFM. D'autres se sont repliés sur Paris. Ceux qui sont restés sont souvent très jeunes et ça inquiète les ONG, comme le souligne Le Figaro. Et puis il y a ceux qui sont partis et cette image est plutôt sympathique, relayée sur le site de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Une trentaine de migrants de Calais qui sont arrivés à Croisy ont été tout simplement
applaudi chaleureusement. Alors si cette image elle a été assez abondamment partagée, notamment sur Facebook, cet autre article sur le site de France 3, mais dans une autre région, du côté de Midi-Pyrénées, a lui aussi été abondamment partagé, puisque dans cet article, la rédaction de France 3 interpelle directement les internautes en leur soulignant qu'un certain nombre de commentaires haineux, racistes sur Facebook sont tout simplement insupportables. Et puis pour clore ce chapitre, à lire du côté du Monde, l'histoire de cette fausse image qui a été largement colportée par les comptes Twitter plutôt de droite, voire d'extrême droite, mais qui n'était pas du tout une image de Calais. On y voit un migrant souriant avec son téléphone portable. C'est une image qui date de 2015 et qui a pourtant été utilisée par un certain nombre d'internautes. Merci Karim Yaoui pour un œil sur les médias. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous, il y a un prochain journal.